Bonjour à tous, c'est Effervescience, l'émission du CNRS Images et de Synapse Télévision, aujourd'hui consacrée à l'environnement urbain, en tout cas à la manière dont les hommes prennent la ville et abordent la ville, avec Sabine Barle. Sabine Barle, bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut français d'urbanisme, vous êtes membre de l'Institut de France, et votre laboratoire s'intéresse aux théories des mutations urbaines. On peut dire que vous êtes l'auteur d'un livre important qui est L'invention des déchets urbains. C'est votre dernier livre, publié aux éditions de Champvallon. Alors je voudrais commencer avec l'endroit où nous sommes, puisque nous sommes dans le pavillon de l'Arsenal où il y a souvent des expositions d'urbanisme, et juste devant nous, cette maquette de Paris qui, pour vous, signifie quand même une mutation importante de l'environnement urbain de la ville. Oui, en effet, cette maquette a été réalisée à l'occasion du projet des Halles et du Centre Pompidou. Et elle traduit d'abord une mutation importante puisqu'elle correspond au déménagement des Halles, donc au grand centre d'approvisionnement alimentaire de Paris qui se trouvait au centre de la capitale, mais qui posait bien entendu d'énormes problèmes de circulation, ce qui a motivé son déménagement. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que le projet du Forum des Halles est le premier et presque unique projet d'urbanisme souterrain qui a été réalisé à Paris, sachant qu'au départ, les premiers projets d'aménagement de ce quartier étaient des projets de tours, donc de très grands immeubles, qui ont suscité une très forte controverse et qui ont motivé le choix de la solution souterraine pour le forum, de façon à libérer de l'espace en surface, notamment pour des espaces verts. Alors après votre petit que sais-je d'urbanisme souterrain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'initiatives d'urbanisme souterrain à Paris ? Alors, il y a de multiples raisons à ça. Une des raisons est que, d'une façon générale, le sous-sol, en France et dans beaucoup de pays, est considéré comme le lieu des ingénieurs, plus que comme celui des architectes ou des urbanistes. Et les urbanistes ont beaucoup de mal à intégrer le sous-sol dans leur démarche, ne serait-ce que parce que l'urbanisme se fait généralement en plan et non pas en coupe. L'autre raison est que l'utilisation du sous-sol suscite toujours la controverse. Il y a généralement une crainte à une utilisation effrénée du sous-sol qui ferait que nous nous transformerions en top. Le débat a d'ailleurs eu lieu lors de la construction du métro parisien. Et puis, il est vrai aussi qu'à Paris, le sous-sol est très encombré de multiples objets techniques qui font qu'il est difficile de trouver de la place, en tout cas à faible profondeur. Donc, on serait obligé d'aller très, très profond. Et il existe encore une autre raison qui est d'ordre juridique, qui est que le sous-sol en France appartient aux propriétaires du sol jusqu'au centre de la Terre. Si bien qu'il y a autant de propriétaires de sous-sol que de propriétaires de parcelles, ce qui rend l'exécution de projets, notamment d'intérêt public, relativement difficile. Alors Sabine Barle, en vous ayant lu, j'ai l'impression que pour vous, tout commence en 1880 d'une certaine façon, c'est-à-dire à la fin du 19e. Pourquoi ? Parce que c'est un moment très important où il y a une dévalorisation des excrémentats urbains et où la ville, au fond, rompt avec le village et on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes à gérer, aussi bien l'eau que les ordures. Mais il y a une prise de conscience nouvelle. À vous lire, on a l'impression que c'est une date rupture, 1880. Effectivement, une rupture assez importante intervient à cette période. Pour une raison extrêmement simple, qui est que cette période correspond au moment où l'industrie et l'agriculture n'ont plus eu besoin des sous-produits urbains. Jusque-là, avec la première révolution industrielle, les excrétas urbains ont été indispensables à cette industrie, à cette agriculture. Alors, à l'agriculture, pour une raison extrêmement simple, parce qu'ils étaient une source très importante d'engrais. On est à une époque où on manque d'engrais, la population augmente considérablement et donc on a besoin de produire de la nourriture. Et cette inquiétude alimentaire pousse les chimistes, mais aussi les ingénieurs, les intellectuels, à promouvoir la collecte des engrais urbains et humains. La deuxième raison est donc d'ordre industriel, puisque beaucoup d'industries qui se sont développées dans les 2 premiers tiers du 19e siècle se sont reposées sur la valorisation de ce que nous appellerions aujourd'hui des déchets urbains. Alors l'exemple le plus frappant est bien entendu le chiffon
qui a permis l'augmentation sans précédent de la production de papier. L'autre exemple est l'os animal que l'on récolte en ville puisque les animaux sont abattus en ville. Ces os animaux ont de multiples usages, notamment par exemple le raffinage du sucre. Or, on mange de plus en plus de sucre au 19e siècle. Donc on pourrait multiplier les exemples, mais ce qui s'est passé, c'est que à partir des années 1860, pour certains produits, les industriels ont cherché d'autres matières premières de façon à pouvoir se passer des matières premières urbaines, de ces excrétas, si bien que progressivement est née cette nouvelle, ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle catégorie urbaine qui est le déchet. Alors, dans un premier temps, les villes en tant qu'administration ont essayé de maintenir cette valorisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, et surtout Paris, on n'a pas du tout cherché dans un premier temps à se débarrasser des déchets comme on l'a fait par la suite, mais au contraire à maintenir des filières de valorisation. Alors, par exemple, pour ce qui concerne les urines et les excréments humains, avec le passage du tout à l'égout, on a fait de l'épandage agricole, c'est-à-dire qu'on a irrigué de vastes champs avec les eaux d'égout, avec l'idée selon laquelle on pourrait en même temps irriguer et fertiliser. À côté de ça, on a mis en place pour ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets solides ou bien les ordures ménagères, ce qu'on appelle des usines de trituration dans lesquelles justement on a tenté d'industrialiser le chiffonnage, c'est-à-dire que l'on a procédé à un tri, exactement comme dans les centres de tri que l'on connaît aujourd'hui, de façon à trouver un débouché pour chaque sous-produit présent dans les ordures. Autre exemple, qui est d'ailleurs la suite de l'histoire des usines de trituration, c'est l'incinération. Ça, c'est une histoire qui est très intéressante parce que l'incinération des ordures ménagères a commencé en Angleterre dans les années 1870. On appelait les incinérateurs les British Destructors. Et cette solution a été très longtemps refusée en France parce que en France, les techniciens disaient oui, mais si on incinère, on gaspille. Et il faut maintenir une valorisation. Et l'incinération est devenue quelque chose de reconnu en France à partir du moment où on s'est rendu compte, d'une part, que l'on pouvait valoriser les sous-produits de l'incinération que sont les mâches-fer, qui sont très utiles dans le bâtiment et les travaux publics, et d'autre part, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la valorisation énergétique par la production d'électricité ou de chauffage urbain. Sabine Bargue, vous auriez pu aussi me parler de l'essor de la circulation. En conséquence, tout le processus industriel dont vous parlez, des propositions des ingénieurs, sur lesquelles vous revenez de façon fréquente, et puis des solutions réglementaires qui, à partir de là, se tracent un chemin qui, finalement, font réfléchir, sans doute, la société. Alors, est-ce que c'est une période nouvelle que celle où on s'intéresse au traitement de l'eau, c'est-à-dire où on se pose vraiment la question de l'eau? Alors la question de l'eau, on se la pose depuis très longtemps en fait. Quand on fait de l'histoire de l'environnement urbain, on se rend compte que des questionnements et des textes existent depuis de très nombreuses années. Ceci dit, il est évident qu'au XIXe siècle, l'eau se voit attribuer un rôle qui est relativement nouveau, qui est celui d'agent de nettoyage universel. C'est-à-dire qu'à partir du début du 19e siècle, on va considérer que l'eau est là pour tout nettoyer, c'est-à-dire qu'elle va nettoyer les corps, bien entendu, mais aussi les maisons, mais aussi les rues. Et donc, on va avoir un besoin toujours plus grand d'eau, et puis un certain nombre de normes qui vont être édictées, à la fois des normes sociales, c'est-à-dire que, par exemple, se laver devient un marqueur social, mais aussi des normes en termes de qualité. Donc, effectivement, il y a une normation de plus en plus répandue de la vie des citadins et, bien entendu, aussi de l'organisation de l'espace urbain. Dans la plupart des grandes agglomérations, on se rend compte que le cycle de l'eau est vraiment une réalité, puisque l'eau est prélevée dans le milieu naturel, on la rend potable. Après consommation, cette eau arrive à la station d'épuration. Le traitement des eaux usées permet de rejeter un effluent de bonne qualité dans la même rivière. Et le cycle recommence quelques kilomètres en aval. Une agglomération a besoin d'eau potable. L'usine d'eau potable pompe cette eau dans la rivière, en refait de l'eau potable. Et le cycle, comme ça, peut être bouclé un certain nombre de fois sur une rivière jusqu'à l'arrivée en mer. La qualité des eaux de rivière doit forcément changer, doit s'améliorer dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les grandes agglomérations, un certain nombre d'entre elles, n'effectuent qu'une dépollution très partielle d'un certain nombre de polluants.
élimine 50-60% de la pollution, mais laisse passer dans le milieu naturel, dans les rivières, des polluants comme l'azote et le phosphore, qui vont aller dégrader à la fois la qualité de la faune et de la flore aquatique. D'autre part, des petites agglomérations ne sont pas encore équipées de stations d'épuration. Donc sous l'impulsion de décrets pris récemment, cette situation va changer entre 1998 pour les plus grandes agglomérations, pour améliorer les stations d'épuration existantes, et 2005 pour implanter de nouvelles stations dans des petites agglomérations qui n'en sont pas encore équipées. Sabine Barle, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, entre 1900 et 1997, date de l'interview qu'on vient d'entendre, il y a eu déjà un progrès quand même formidable du point de vue de l'utilisation de l'eau et de sa dépollution éventuelle après utilisation? Alors, depuis l'extrait, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites en termes notamment de multiplication des usines d'épuration et d'augmentation de ces performances d'épuration. Mais la situation reste très préoccupante. Quand on est dans une agglomération comme l'agglomération parisienne, où il y a... pour toute l'Île-de-France, 11 millions d'habitants, il faut imaginer que la Seine reçoit les eaux usées de ces 11 millions d'habitants. Et même si on fait d'énormes efforts de traitement, eh bien, on a quand même une pollution résiduelle qui est jetée dans l'eau. Alors pourtant, on nous dit que l'eau à Paris est très bonne, par exemple. Ah, l'eau à Paris est très bonne parce qu'elle est traitée. Elle est très bien traitée, donc. Tout à fait. Elle est très bonne. Elle est traitée, bien entendu, avant qu'on la consomme. D'abord, à Paris, on consomme pour moitié de l'eau de la Marne et de la Seine et pour une autre moitié des eaux de source qui sont, elles, de très très bonne qualité et qui n'auraient quasiment pas besoin d'être traitées. Mais le traitement des eaux de Marne et de Seine avant qu'elles n'arrivent à notre robinet est un traitement qui est très lourd et d'autant plus coûteux que la ressource est polluée. Par ailleurs, l'usine d'épuration entraîne la création d'un sous-produit qui est la boue de station d'épuration, qui est quelque chose dont on ne sait pas trop quoi faire, puisque c'est un sous-produit qui est très pollué, donc nécessite la mise en place de nouvelles filières de traitement, qui sont les traitements de boue d'épuration. Alors ça entre dans le métabolisme de la capitale. Et de ce que, au fond, vous traitez tous les jours avec le métabolisme de la capitale. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de flux de matière importés, c'est-à-dire dans une grande ville comme Paris, il y a un flux de matière importée très important. D'abord des aliments, bien sûr, qui arrivent, des combustibles, des biens de tout genre, des matières premières qui sont stockées, etc. Et puis il y a des biens qui sortent, des produits finis, des polluants, des déchets. Et alors vous vous intéressez au fond à cet échange de matière, flux d'entrée et flux de sortie. Exactement. Alors, quand on travaille sur le métabolisme urbain, on part du constat que si on veut vraiment comprendre les interactions entre la ville et l'environnement, il ne faut pas se contenter d'étudier ce qui sort, c'est-à-dire les polluants, les eaux usées, les déchets solides, les émissions atmosphériques, etc. Mais qu'il faut avoir une compréhension d'ensemble de la circulation de la matière et accessoirement, et même pas accessoirement du tout, de l'énergie. Et donc, avoir cette vision des entrées et des sorties. Et alors vous regardez aussi comment les professions se comportent vis-à-vis de ça. J'ai été intéressé parce que c'est au 19e siècle que vous avez fait cette étude, mais je vais vous interroger sur le 20e. Médecins et ingénieurs ont des modèles en tête du point de vue de cette entrée de matière ou de cette sortie de matière pour expliquer la situation, qui sont des modèles qui ne correspondent pas du tout forcément à la réalité, dites-vous. Est-ce qu'aujourd'hui on est meilleur? Est-ce que les médecins et les ingénieurs sont meilleurs? Non, on ne peut pas dire qu'on est meilleur aujourd'hui. Si je sais pas, vous les critiquez terriblement. Oui, je les critique terriblement, mais je critique aussi les ingénieurs aujourd'hui, et puis j'estime que j'en ai le droit, puisque je suis ingénieur à l'origine. Donc, non, ce qui est... les ingénieurs, les médecins ont une action fondamentale en dénonçant l'insalubrité urbaine. Et sans la vision médicale qui reposait sur... Hygiéniste. Alors, on ne disait pas hygiéniste au départ, on disait néo-hippocratique, mais sans cette vision qui consistait à dire si les gens sont malades ou si les gens meurent jeunes, c'est à cause du milieu, on n'aurait pas transformé la ville comme on l'a transformée. Les ingénieurs ont rendu ça possible parce qu'ils avaient les outils techniques et scientifiques pour le faire. Simplement, les ingénieurs voient la ville comme un système de flux. Mais ils s'intéressent d'abord surtout aux flux sortants et pendant longtemps, ils se sont essentiellement intéressés aux infrastructures en considérant que plus les flux étaient importants, mieux c'était. C'est-à-dire que plus on consomme, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'on est de plus en plus riche, qu'on est en période de croissance économique.
plus on circule, mieux c'est pour les mêmes raisons. Et donc on a eu une forme d'inflation de la consommation qui fait qu'on a travaillé sur l'infrastructure de façon à pouvoir supporter ces flux toujours croissants sans jamais se poser la question de savoir s'il ne fallait pas réduire ces flux. Et aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Quand on parle de décarbonisation, on dit qu'il faut que nos sociétés consomment moins de carbone. Donc on ne s'intéresse pas seulement à ce qui sort, en quelque sorte, des gaz à effet de serre, on s'intéresse à ce qui rentre, des composés carbonés, par exemple des hydrocarbures. Un de vos objectifs, c'est au fond de mesurer la performance écologique de la ville, d'autant plus qu'on peut dire qu'il n'y a plus d'impact de la ville sur la situation climatique, de plus en plus d'impact. Et au fond, c'est très compliqué de savoir quel est le bilan écologique d'une ville. Effectivement, alors il y a de multiples façons d'envisager cette performance écologique, mais là, l'idée, c'est de se dire finalement, ce qui est en jeu, c'est la matérialité urbaine. Et si on veut essayer de voir qu'est-ce que c'est que les relations entre la ville et la biosphère au sens le plus simple du terme, on peut dire que ce sont des relations d'échange de flux de matière. Si on caractérise ces flux de matière, on comprendra mieux les répercussions du fonctionnement urbain sur la biosphère. Mais je ne veux pas dire par là qu'il faut, sur cette base, développer un discours anti-urbain qui consisterait à dire « Ah, les villes consomment beaucoup, les villes rejettent beaucoup, donc il faut... supprimer les villes. Au contraire, ce que nous sommes un certain nombre à penser, c'est que les villes sont au contraire des concentrateurs d'énergie et de matière, des concentrateurs d'innovation, et que si on veut arriver à changer quelque chose, notamment par rapport au changement climatique, mais aussi aux grands dérèglements biogéochimiques, c'est de la ville qu'il faut partir. Alors justement, essayons de voir ce qu'il en est de l'impact de l'agriculture et de ce qui est le monde agricole dans une ville. Entre 1975 et 1990, en France, les distances domicile-travail ont doublé. Donc imaginez qu'elles doublent encore. D'ici l'an 2020, elles doubleront 2 fois. Vous allez avoir des centaines de kilomètres peut-être parcourus chaque jour, parfois en TGV, parfois même en avion. Donc l'individu doit être compté aux différents endroits pour le temps qu'il y passe. Et de ce point de vue-là, ce qui va peut-être devenir important, c'est beaucoup plus, par exemple, la fréquentation de pointe des lieux, ou la fréquentation parfois moyenne, mais la densité au sens classique du terme, combien d'habitants vivent à un endroit donné, elle va perdre son sens. J'ai l'impression qu'on est parti pour un développement où l'espace sera utilisé de plus en plus massivement, et pour une autre raison très importante en Europe, qui était d'ailleurs la raison qu'a connue avant nous l'Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a plus d'emprise paysanne sur le sol. Quand vous avez 3 à 5% de paysans, quand on vous demande de geler un quart des surfaces d'un pays, on peut dire que ce pays est ouvert à une extension presque sans limite de l'urbanisation. Et la plupart des gens préfèrent aller habiter maintenant assez loin, en ayant beaucoup d'espace et en ayant l'impression de revivre au contact de la nature. Sabine Barle, on ne veut pas dire que les gens désirent tellement habiter si loin de la ville et que les gens désirent cette structure où finalement il n'y a plus que de la ville et pas de séparation entre la ville et la campagne. Ils y sont contraints en fait, les gens, du fait du prix du mètre au sol, non ? Oui, alors effectivement, dans le processus d'étalement urbain, il y a une grande part qui est liée au fait que pour trouver des logements décents, des citadins sont obligés de s'éloigner. Et donc c'est plutôt un éloignement contraint, effectivement, qu'un éloignement choisi, avec des répercussions qui peuvent être dramatiques, surtout en période d'augmentation de prix des carburants, puisque en faisant ce choix, ils dépendent entièrement de l'automobile pour de très longues distances. Donc leur facture, leur budget de transport risque d'exploser, ce qui a bien entendu des répercussions sur leurs conditions de vie qui peuvent être très importantes. Alors justement, on dit que c'est ça qui explique l'empreinte des villes sur la biosphère et que la question de l'automobile est tellement importante, en tout cas sur le plan climatique, que c'est cette question qu'il faut affronter de face. Alors, il est évident que la question de l'automobile devrait être affrontée de face, dans la mesure où une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation d'hydrocarbures, lesquels sont consommés par ces automobiles.
Mais c'est aussi parce que ces formes urbaines, ces formes d'étalement urbain ont des conséquences sociales importantes que j'ai déjà mentionnées en termes de budget de transport, mais qui sont aussi des conséquences en termes de ségrégation socio-spatiale, puisque bien entendu, cela signifie que tous les espaces ne sont pas accessibles à tous et que toutes les aménités ne sont pas accessibles à tous. Par ailleurs... Qu'est-ce que vous entendez par aménités ? Les aménités, ce sont ce qu'on pourrait appeler, au sens large, les services urbains, donc l'accès aux espaces verts, à la culture, aux équipements, tout ce qui fait la qualité de vie en ville. Or, en s'éloignant, souvent, on perd une partie de cette qualité de vie au profit d'une certaine idée de la nature qui est souvent décevante aussi. Alors voyons comment Claude Lorius, médaille d'or du CNRS, affronte, lui, le problème de l'automobile. Les transports qui sont déjà très importants actuellement, notamment dus aux habitants de l'Amérique du Nord, de l'Europe, eh bien, les prévisions ne sont pas optimistes parce que, bien justement, des pays comme l'Inde, la Chine, qui sont en plein développement, eh bien, ça risque effectivement d'augmenter encore de façon considérable la part du CO2 émis lié au transport. Et donc, je crois qu'il est particulièrement important que l'on s'efforce de développer des technologies nouvelles permettant d'éviter ces émissions de CO2, notamment en ce qui concerne les véhicules, nos voitures à tous. Sabine Barle, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, il y a cet impact de l'automobile, mais il y a aussi d'autres impacts sur l'effet de serre, qui ne sont pas forcément des impacts dus aux villes. Alors, je pense à l'élevage. S'il n'y a qu'un tiers qui est dû aux voitures, pourquoi est-ce qu'on centre absolument tout sur non à la voiture en ville ? Alors, si on s'intéresse au processus urbain, à l'intérieur de la ville, il est évident que la cible, c'est la voiture. Et ce qui est important, c'est que la question n'est pas tellement de savoir s'il faut trouver de nouvelles voitures. La question qui est posée fondamentalement est celle des processus d'urbanisation et des processus d'étalement urbain. Et là, il y a un levier potentiel dans la mesure où les collectivités locales sont des acteurs de l'aménagement qui peuvent essayer d'endiguer ou de maintenir cet étalement urbain. Alors vous pensez à quoi ? Vous pensez au transport collectif ? Alors je pense d'une part au fait qu'il y a la maîtrise même de l'étalement urbain. C'est-à-dire que la question qui nous est posée est comment pouvons-nous faire pour densifier le périurbain. Le périurbain est peu dense, il est donc très dépendant de la voiture. Est-ce qu'on peut arriver à rendre plus urbain le périurbain de façon à limiter l'usage de la voiture ? Après, bien entendu, il y a toute la question des politiques de transport et de mobilité, mais qui repose aussi sur des affectations d'espace, c'est-à-dire que ça dépend aussi de la localisation des différentes activités urbaines qui sont à l'origine de ces déplacements en voiture. Et puis, enfin, quels sont les modes de transport que l'on privilégie ? Pourquoi pas les transports collectifs, sachant que le transport collectif n'est envisageable qu'à partir d'une certaine densité. Donc ça signifie bien que la question des modes de transport est indissociable de la question des processus d'urbanisation, donc de la question spatiale. Alors vous ne m'avez pas cité la voiture électrique, on va en voir une promotion de la voiture électrique. Est-ce que c'est une solution ? Ici, nous sommes 400 et nous avons environ 300 places de parking. On pourrait assez facilement mettre une prise électrique à chacun des parkings et on pourrait offrir le courant électrique à nos collaborateurs. On s'est rendu compte qu'à la fin de l'année, ça ferait une dépense à la charge de la société, mais tout à fait dérisoire. Ce qui fait que chacun de nos collaborateurs, s'il avait une voiture électrique, il repartirait tous les soirs avec une voiture dont le plein a été fait gratuitement par l'entreprise. On pourrait promouvoir des entreprises citoyennes vertueuses qui, par exemple, développeraient ce système. Ce sera une voiture urbaine et périurbaine. C'est là que, si vous voulez, la voiture électrique rencontre véritablement son vrai usage. C'est-à-dire 0-200 km. Mais aujourd'hui, je crois que dans l'agglomération parisienne, il y a 2 millions Paris intramuros. Il doit y en avoir 6 ou 8 à la périphérie de Paris. C'est ces gens-là qui ont des problèmes de transport. C'est une conduite qui est très sûre. Je pense qu'on a beaucoup moins d'accidents avec une voiture électrique. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Vraiment génial. Je prends ma voiture ici, je la dépose à la gare. En sortant de la gare, pas de taxi, pas d'attente. Je prends une voiture électrique, je la dépose où je veux. De toute façon, je pense que la voiture, ça doit être un transport en commun comme les autres. Et ce que je trouve très très bien, c'est qu'on peut disposer d'une voiture, plusieurs utilisateurs.
L'idée que quelqu'un immobilise une voiture en l'utilisant 2 heures par jour, ça me paraît monstrueux. Là, au moins, cette voiture est utilisée par plein de gens. Une voiture pour plein de gens, en fonction des besoins. Sabine Barle, est-ce que la voiture électrique a de l'avenir ? Typiquement, la voiture électrique, c'est une solution qu'on appelle end of pipe ou de bout de tuyau. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à l'origine de notre problème, qui est des procédures d'urbanisation, des modes de vie qui sont très consommateurs de déplacement. On cherche simplement à répondre en disant, pour qu'on puisse continuer à se déplacer autant, voilà comment nous pourrions faire avec une voiture électrique. Donc, pourquoi pas des voitures électriques, mais encore une fois, miser sur la voiture électrique pour régler nos problèmes me paraît tout à fait insuffisant. Alors, à côté de ça, il y a une autre chose qui est la question du partage, qui a été d'abord explorée avec des véhicules en libre service, en commençant par La Rochelle, il y a longtemps déjà, que l'on envisage plutôt aujourd'hui avec la notion d'autopartage, qui consiste à dire, finalement, on pourrait partager la possession d'un véhicule entre plusieurs foyers, sachant que, bien entendu, la limite de cette possession partagée est la limite de la liberté de l'usage du véhicule. Mais ça fait partie, pour les déplacements qui sont obligatoirement effectués en voiture, des solutions qui peuvent être envisagées et pour lesquelles il y a de plus en plus d'innovations qui viennent du secteur public, du secteur privé et qui pourraient apporter, encore une fois, mais des solutions qui ne sont que partielles. Alors ceux qui vous ont bien écouté auront compris que vous aspirez à des solutions plus fondamentales qui sont au fond une restructuration du rapport du citoyen avec la ville, avec son lieu de travail et avec son lieu d'habitation. Mais la question, c'est quels sont les enjeux de cet aménagement nouveau que vous appelez de vos voeux, et est-ce que quelqu'un a la possibilité de dire, voilà, maintenant je voudrais que dans une grande ville comme Paris, on rapproche tout le monde de son emploi et on s'arrange pour que les gens habitent près de là où ils travaillent. Est-ce que c'est pas une utopie totale, ça ? Alors ça, on a essayé de le faire avec les villes nouvelles et visiblement, ça n'a pas marché. Non, personne ne va dire, ne va décréter la transformation urbaine. Justement, ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir de façon plus collégiale à la façon dont on pourrait transformer la ville. Et notamment, ce qui est central là-dedans, ce sont les partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs dans des expériences comme celle du Vélib, qui joue marginalement sur nos problèmes de changement climatique, mais qu'on est bien dans une situation de partenariat en essayant de faire en sorte qu'il y ait des dispositifs dits gagnants-gagnants qui soient mis en place, c'est-à-dire dans lesquels la collectivité en tire quelque chose, les citadins en tirent quelque chose et Jean-Claude Decaux en tire quelque chose aussi qui est d'ailleurs relativement important. Une des idées qui est défendue par moi et d'autres collègues, c'est l'idée selon laquelle on ne pourra pas s'en sortir sans dématérialisation, donc sans consommer moins de matière. Et ça remet bien entendu en question la croissance, puisque bien entendu la croissance jusqu'à présent repose sur l'idée selon laquelle on pourra toujours consommer plus. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut compatibiliser ça avec un régime économique libéral. Une des voies qui est explorée est celle de ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, qui consiste à dire ce qu'il faudrait vendre dorénavant, ce ne sont pas des objets, mais des services. C'est-à-dire que je ne vais pas... je suis une entreprise qui jusqu'à présent vendait de l'énergie pour le chauffage d'une maison. Et bien maintenant, je vais vendre un confort thermique. Et si je vends un confort thermique, je pourrais mettre en place des économies d'énergie. Donc ça, c'est des solutions exploratoires, mais qui, encore une fois, nécessite l'implication d'acteurs très variés. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que la multiplicité des acteurs qui ont chacun des ambitions, des objectifs différents, qui actuellement souvent ne se connaissent pas, ils ne savent même pas qu'ils travaillent sur les mêmes objets, rend la mise en œuvre de la dématérialisation particulièrement ardue. Mais bon, c'est aussi ça qui fait de cet enjeu un enjeu aussi scientifique tout à fait passionnant. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette dématérialisation ? Qu'est-ce qui pourrait la proposer ? Qu'est-ce qui pourrait organiser le travail collectif pour que ça se fasse ? Alors là, les avis sont partagés. Certains collègues pensent que ce qui est important à laisser s'épanouir, ce sont ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire que ces transformations doivent venir en quelque sorte de la base des citadins eux-mêmes. Certains d'entre eux s'organisent de plus en plus en associations, en collectifs, qui vont vers des modes de vie qui sont plus économes, plus sobres. Je ne suis pas complètement persuadée que ça suffise, donc ça signifie que l'implication des collectivités locales est fondamentale. Parce que la dimension spatiale de ces affaires est elle aussi fondamentale.
Merci Sabine Barle.